Alors, merci à vous. Euh, D'abord, effectivement, j'ai apprécié d'essayer de travailler, de plancher un peu sur cette thématique de la mort, parce que c'est vrai que la plupart du temps, on se bat avec nos patients pour la vie, pour sauver la vie, et à un moment dans la maladie du cancer, parfois on a à lutter contre la mort. Alors, on reçoit des patients qui sont d'emblée avec des maladies agressives qu'on appelle métastatiques, et donc là, on doit se positionner par rapport à cette mort qu'on combat. Et parfois, on prend des patients en charge, la plupart du temps, dès le début de leur maladie. Et c'est vrai qu'il y a un moment, parfois, dans l'histoire naturelle, un point de bascule entre se battre pour la vie et combattre la mort. Et cette mort, on la rejette. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mon patron disait que la mort, c'est un manque de savoir-vivre. Pourquoi on ne va pas se préoccuper de la mort après tout? Alors, moi, en fait, dans mon service, il y a deux personnes qui meurent chaque semaine en moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la loi des séries fait qu'il y a des semaines où c'est beaucoup plus. Et donc, la mort, on voit bien, on la ressent, il y a une certaine tension, parce que les familles, parce qu'en fait, la mort, chez nous, c'est pas forcément un processus accidentel, on en reparlera, c'est un processus lent, long, qui se prépare. Donc, elle fait partie intégrante de nos activités, bien qu'on a de la chance en cancérologie moderne d'avoir des moyens techniques pour travailler sur la guérison, sur l'espoir et sur des côtés plus positifs. Donc, on va parler de mort, finalement, en essayant de rester un peu positif. Voilà, c'est Stendhal qui disait, puisque la mort est inévitable, oublions-la. Finalement, aujourd'hui, on nous rappelle que ce n'est pas la peine de l'oublier, puis on va en parler. Je vais faire cet exercice avec vous. Alors, Laurence, que je connais bien depuis quelques temps maintenant, on se voit à l'Institut Raphaël, on en parlera, me disait finalement que les gens sont chez eux, au calme, et qu'il va les faire a cappella. Donc, je vais essayer de structurer un peu quelques idées, et puis on échangera. Donc, d'abord, on a évoqué la mort à travers des états de conscience modifiés aux frontières de la mort. Donc il a l'air assez complexe ce sujet, mais quand on regarde, c'est quoi des états de conscience modifiés? C'est comme s'il y avait une déviation d'états de conscience qui sont des expériences subjectives. Une déviation d'expériences subjectives, comme s'il y avait des états de conscience ordinaires et que là on les modifiait. Donc on norme des états de conscience qui sont des expériences subjectives. Ça c'est très intéressant parce que si on sort du champ de la cancérologie, on a envie de dire les états de conscience modifiés, c'est la mystique, l'hypnose, les hallucinations, la méditation, la transe. À partir du moment où on rentre dans un diagnostic de cancer, probablement qu'on va modifier son état de conscience, sa conscience de vie, sa conscience de mort. Donc peut-être que lorsqu'on parle d'état de conscience modifié, on parle d'état transitoire par rapport à des pathologies mentales qui sont beaucoup plus chroniques. Mais quand on a un état de cancer, après une annonce diagnostique traumatique, souvent on a un état de conscience qui s'est modifié, des fois qui est même un état d'inconscience. Ça aussi, on va y revenir. Alors, Étienne Klein parlait de la mort des cellules. Vous savez qu'en cancérologie, le cancer, c'est des cellules qui vont se renouveler de façon anarchique, sans s'interrompre, pour aller ailleurs, donner ce qu'on appelle des métastases, et que notre travail, c'est de détruire ce processus. Mais on voit que, comme nos cellules, finalement, il y a un processus de mort qui est soit accidentel, soit programmé. C'est pareil pour l'humain. Mourir d'un cancer, d'une longue maladie pendant plusieurs années, c'est pas pareil que de mourir d'un accident de voiture. Et quand on regarde nos amis qui sont au même étage que nous, réanimateurs, et leur rapport à la mort, on n'a pas le même en cancérologie. Les réanimateurs qui travaillent avec les familles des patients, puisque souvent c'est des patients intubés, dans le coma, avec un risque de mort imminente, ne va pas avoir ce rapport qu'on a dans l'accompagnement, dans les mots. Et en cancérologie, on est très sensible à ça, puisqu'on n'a pas seulement à dealer avec la mort, mais également avec la peur de la mort. Donc notre problème, ce n'est pas que la mort, c'est la peur de mourir qui est envahissante dès le moment du diagnostic. Et donc, on doit gérer le risque, gérer la perception du risque, la mentalisation. Donc gérer la mort pour un réanimateur, souvent avec des mots brutaux, je peux dire brutaux, c'est un peu différent et on sait que nous, en cancérologie, on le sait bien, les mots tuent. Parfois, avec des mots, on va annoncer la mort de quelqu'un qui ne va pas mourir, on a tué sa famille, ou si la personne est réveillée, on l'a tuée elle-même, alors qu'elle n'est pas morte. Donc, c'est le premier aspect de l'approche, c'est de dire qu'on peut tuer avec des mots, on peut modifier un état de conscience avec des mots,
c'est de valoriser ce qu'on appelle la communication thérapeutique, la manière avec laquelle on va appréhender la mort. C'est finalement la manière avec laquelle on va concevoir, comment dire, la vie et l'importance de la vie. Donc, il y a des vérités médicales. La vérité médicale n'est pas la vérité humaine. On a souvent à travailler sur des vérités graduelles en accompagnant les patients et leurs familles lorsqu'on sait que les maladies sont avancées. Et quand les maladies vont guérir, on a toujours cette chape de la peur de la mort qu'on va choisir d'évoquer ou pas. Donc il y a tout un travail sur la représentation mentale, la peur de la mort, qui modifie en soi l'état de conscience sans avoir à imaginer un état de conscience hypnotique, de méditation ou un état de transe, simplement parce qu'il y a des phénomènes psychologiques qui sont des réalités qui s'offrent à nous, qui se présentent à nous et qui vont faire qu'on va modifier notre approche, notre expérience subjective de nous-mêmes dans ce monde et dans la vie. Alors pourquoi c'est intéressant cette façon de faire? Parce que, en fait, il y a beaucoup de médecins qui vont faire de la prédiction morbide. Qu'un patient y rentre, il a une maladie agressive, on regarde les images, le scanner, l'IRM, ils vont leur dire, vous savez, c'est possible qu'il vous reste tant de mois à vivre. On peut tuer des gens avant qu'ils soient morts. En fait, on a tous vu des gens guérir de maladies métastatiques avec des phénomènes qu'on ne comprenait pas. On en suit beaucoup. Des gens qui avaient 200 métastases dans le corps et qui, 15 ans après, vont très bien et sont guéris. On en suit plusieurs dizaines chacun. Donc on ne doit pas céder à la pression statistique, considérer chacun. Mais il y a une différence entre le considérer et aller annoncer la mort de quelqu'un sans qu'on le sache. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, cette dame que j'ai vue ce matin, il y a 30 ans, quelqu'un lui a dit, vous allez mourir dans 3 mois. Et bien, toujours, elle se lève en disant, mais quand est-ce que je vais mourir? Et elle a oublié de vivre parce qu'elle est emprisonnée dans la peur de mourir. Parce qu'un jour, on lui a fait cette prédiction. Et donc... Alain, je peux t'interrompre une seconde. Oui. Il me semble qu'en ce moment, il y a un phénomène de peur collective qui est considérable. Est-ce que ça a un impact sur les patients que tu vois dans cette période de Covid? Oui, tout à fait. C'est l'emprisonnement dans la peur. Et alors, la peur du Covid, la peur du cancer, de mourir par le cancer ou de mourir par le Covid, j'ai envie de répondre avec une phrase de Shakespeare qui disait « Mourir en combattant, c'est la mort détruisant la mort. Mais mourir en tremblant, c'est payer à la mort le tribut de sa vie. » C'est-à-dire que si on est dans une attitude combative, eh ben, on mourit. Alors que si on tremble, on a peur, finalement, on va sacrifier sa vie à la mort qui est annoncée. Aujourd'hui, c'est tout à fait ce que disait Alexandre Jardin il y a 2 jours dans ce même séminaire, en disant qu'il avait accompagné son beau-père qui avait été un mort victorieux. Il était mort victorieux. C'est magnifique. Pardon. Non, mais c'est magnifique. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi, quand les gens vont mourir, on le remarque au début, quand on est jeune interne, quand on commence à prendre en charge les patients atteints de cancer et fragiles, on remarque de plus en plus qu'il y a une espèce de lucidité terminale. C'est-à-dire qu'avant de mourir, pour beaucoup de patients, il y a une espèce de regain d'énergie qu'on ne comprend pas, qui correspond à pas grand-chose de scientifique. Je vous donne un exemple. Une jeune patiente de 35 ans, avec qui nous avions escaladé avec d'autres patientes le Mont Blanc, donc l'année où elle est décédée, elle ne s'était pas plainte de moi, c'était ma compagnon de cordée, elle me regardait en disant « Alain, allez, dépêche-toi, on ne va pas arriver à l'heure ». Et moi, je la regardais, il y avait plein de métastases osseuses, je le savais. Elle s'est dit « Allez, ça y est ». Et donc, elle s'est enfoncée dans une espèce de douleur atroce et on lui donnait des morphiniques et elle avait perdu sa conscience. Et un jour, elle se lève, elle commence à demander à voir sa famille alors qu'elle était toujours sous traitement morphinique à haute dose. Et on a commencé à avoir une discussion incroyable dont je me rappellerai toute ma vie, qui a été assez fondatrice pour moi. Parce qu'on avait noué un vrai lien. Et cette espèce de lucidité terminale, on la voit assez souvent. Un deuxième exemple, parce que je pense que ça incarne bien nos problématiques, c'est une dame de 50 ans, pareil, qui avait des métastases douloureuses et qui nous avait conduit à prescrire des traitements lourds qu'il avait ensuqués. Elle était dans un coma calme. Personne n'aurait pu se relever, même pas un cheval avec ces doses-là. Puis elle s'est levée, elle s'est réveillée, elle a dit « je veux me marier ». Donc on a fait venir le prêtre dans la chambre, on a fait venir son compagnon, elle s'est levée, elle s'est mariée dans sa chambre, et puis ensuite elle était apaisée, et elle est partie calmement, apaisée. Et donc, cette
lucidité terminale, c'est une vraie histoire dans les états de conscience modifiés. Ça fait partie des choses qu'on a envie, nous, cliniciens, de discuter, de comprendre. C'est un espèce de rayon de soleil dans un processus de dégradation où parfois, ce dernier jour de vie, ces derniers moments de vie, ils vont avoir plus de valeur que beaucoup d'années qui les ont précédés. Alors, quand on parle Pardon, Florence, tu voulais dire quelque chose? Oui, naturellement, j'ai envie de te dire, parce que quand je t'entends porter toutes ces histoires de vie, tu es toi-même soutenu par une foi. Qu'est-ce qui fait que tu peux vivre cela comme on sent que tu le vis? Bon, on va en parler. En fait, on parle de conscience modifiée, mais finalement, il y a une inconscience qui est protectrice. On va essayer d'ignorer notre mortalité pour bien vivre. Donc, accepter la mort en général, c'est pas accepter sa propre mort. C'est pas pareil d'accepter la mort sur le plan philosophique et la sienne lorsqu'elle laisse poindre le bout de son nez. Alors, ma foi, oui, on attend de moi, enfin, comme de tout le corps médical, d'être sachant, c'est-à-dire d'avoir des données reproductibles qui sont issues d'un processus de démonstration, d'une démarche scientifique. La foi, c'est du domaine de la croyance, avec une espèce de conviction spirituelle. C'est vrai que la mort, ça peut être un peu tabou. Pourquoi c'est tabou? Parce que ça peut être l'échec du médecin, et parce que la manière de considérer la mort correctement, à mon sens, elle est également spirituelle. Or, on sait très bien qu'on n'a pas voulu mélanger le spirituel et la science. Parce que souvent, le spirituel, ça voulait dire la religion. Et la religion et la science, on a cherché pendant des siècles à les écarter pour arriver à avoir une meilleure médecine. Donc, du coup, on s'interdit en cancérologie de parler de la mort parce qu'on a l'impression que c'est touchy, c'est pas scientifique. Alors que ça pourrait être bénéfique sur la représentation mentale, sur l'apaisement des patients, des familles, d'en discuter. Ça pourrait lever ces points de bascule charnières dans la communication, dans le bien-être et dans la vie. Eh bien, on va s'interdire à cause de ça. Et donc, les croyances, pour moi, c'est fondamental. Ça fait partie de ces motivations qui nous font aller en parler. Alors, c'est toute notre éthique, en fait. C'est un peu notre culture. Et c'est un peu notre religion, si on en a une. On n'en a pas tous, mais il y a bien Jean-Bernard Lévy qui est décédé, qui était un médecin, qui était théologiste également, et philosophe, et qui résumait bien l'éthique. Il disait, c'est quoi l'éthique? Tu réponds à une seule question, et on va savoir quelle est ton éthique. Et chacun va essayer de faire cet effort. Est-ce que tu es locataire ou propriétaire de ton corps? Si tu arrives à répondre à cette question, tu es locataire ou propriétaire de ton corps, alors on va connaître ta structure mentale et on va savoir quelles sont tes positions éthiques. Et Laurence, je te vois sourire, c'est pas la peine de dire que moi je suis enviagé. Mais on a effectivement la problématique de la croyance, de la conviction, de la foi, de la spiritualité qui s'invite dans cet échange lorsqu'on parle de la mort. Et nous avons encore un peu d'appréhension à aller sur ces sujets avec nos patients, ce qui est contre l'apaisement et toutes ces représentations qu'on doit amener parce qu'on a forcément un certain vécu et puis qu'il y a des séquences. Vous savez qu'un patient, il passe par des phases. Lorsqu'il est atteint, traumatisé par sa maladie, c'est des états de conscience modifiés. D'abord le déni, ensuite la révolte, ensuite l'acceptation, ensuite la résignation. Et donc, quand on s'adresse à un patient ou une famille, c'est pas seulement pour que nous, émetteurs, nous émettions un signal, on doit recevoir les siens, et puis on doit savoir à quel moment on doit dire quoi. La vérité qu'on assène, qui est évolutive, comme toute vérité scientifique, elle doit être graduelle, elle doit être adaptée à la personne qu'on a en face de nous, et c'est la deuxième fois qu'on fait donc ce plaidoyer pour une communication thérapeutique centrée sur l'humain et pas centrée sur la maladie. Alors quand tu nous as demandé de traiter ce sujet avec Patrice, la frontière, moi j'étais intéressé parce que en fait, quand on réfléchit des états de conscience frontières, la frontière en fait, il y a deux manières de la concevoir. C'est soit une barrière, soit une jonction. Donc des états de conscience qui seraient barrières de la mort, ils sont un peu protecteurs, ils sont un rempart, une espèce de réaction. Alors que des états de frontière qui seraient la jonction avec la mort, ça a plus une tonalité de transition, d'un accompagnement vers la mort, d'une certaine forme d'acceptation. Donc les frontières de la mort,
en soi, c'est très paradoxal dans la manière dont on le comprend, comme si on était propriétaire ou locataire de son corps. Ça change tout. Voilà. Alors, pardon. Ce qui est intéressant, et c'est une question, ça rebondit sur une question que moi j'aurais aimé poser à Étienne Klein, mais on verra tout à l'heure, c'est sur la bordure, parce que vous disiez, c'est tout à fait étrange que vers la fin, tout d'un coup, il y a un événement, enfin, il y a le bord du vide, en quelque sorte, tout d'un coup, ne ressemble pas à ce qui venait avant. Je ne sais pas comment vous le disiez exactement, mais il y a comme une… La lucidité terminale, on l'appelle. Une lucidité terminale. Et donc, c'est comme, je le vois un petit peu comme, parce que comme les trous noirs, pour ça je faisais le lien avec l'astrophysique, le trou noir, au centre, il est bien mystérieux, mais on étudie le bord. On étudie le bord. Et j'ai l'impression que pour la fin de vie, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand j'ai enquêté là-dessus, en tant que journaliste simplement, j'étais très étonné de voir que la fin de vie, alors vous disiez le déni, la révolte, en général, on dit plutôt le déni, la révolte, le marchandage, la dépression et éventuellement l'acceptation. Quand il y a acceptation, il y a quelquefois des choses tout à fait incroyables. La personne, et elle peut être très âgée, elle peut être jeune. Ça peut être dans le cas, Elisabeth Kubler-Ross parlait très souvent d'enfants qui, dans la mesure où ils n'avaient pas été entourés d'une peur générale, qui est bien normale de la part de leur famille, devenaient des professeurs de philosophie, littéralement. Et comment expliquer ça? Comment expliquer que l'on puisse atteindre cet état-là? Alors, il y a des patients qui, lorsqu'ils sont confrontés à la peur de la mort, vont se comporter en essayant, bon, d'abord avec une espèce de déprime et une rupture, une dissociation. C'est-à-dire qu'on va donner son corps à la médecine, on va garder son esprit, et donc il y a une espèce de rupture entre le corps et l'esprit, et finalement ils sont morts avant de mourir. Donc la bonne manière de prendre en charge, c'est d'essayer de reconnecter le corps et l'esprit pour que le patient vive pleinement sa vie, vive pleinement cette expérience, et arrive à combattre. Finalement, la mort, elle peut être une délivrance pour les souffrants, autant qu'elle peut être une promotion pour les croyants. Donc, après, on rentre dans de la spiritualité, etc. Mais il ne faut pas soumettre le patient à une médecine technique. Il faut donner au patient la possibilité d'être lui-même. Et donc, recoller son corps et son esprit qui sont dissociés, souvent en rupture, parce que finalement, la médecine d'aujourd'hui, elle traite des maladies et elle ne traite pas des patients. Et donc, elle a chosifié les patients. Donc, nous avons soumis nos patients à une dissociation obligatoire qui fait qu'il meurt mal. Pour qu'un patient meure bien, il faut qu'il soit lui-même.